En 2005, il y a plus de 15 ans, je publiais Papes et prophéties, à l'occasion de la mort de Jean-Paul II. Et je voudrais revenir sur ce texte que j'ai publié aux éditions Axiome, au niveau de ma méthode de travail. Vous savez que c'est à propos de la prophétie de Malachie. Alors, ça faisait partie de ma thèse d'État, texte prophétique en France. Mais j'avais avancé par rapport à ça. Il faut toujours avancer dans une recherche. Et je m'étais dit, est-ce qu'il n'y a pas dans les devises, les dernières devises, je crois, qui sont donc utilisées après la publication de cette liste des papes, qui doit dater, en fait, compte de la fin du XVIe siècle, en fait, à peu près à l'époque où paraissent réellement les centuries de Nostradamus, en passant, qui sont pas parus en 1555, mais plutôt en 1590 et 95, à 94, puisque dans le Janus Gallicus, Chavigny commente et les almanachs et pronostications, enfin les quatrains des almanachs, et les centuries, les deux volets de centuries. Donc il a tous sous la main, et probablement d'ailleurs des manuscrits. Il est possible que Chavigny ait disposé sur sa table de travail à la fois du recueil des présages prosaïques, qu'a commenté Vignard, et peut-être même des manuscrits qui a servi à publier les centuries. Ou du moins, et moi, je me suis posé la question de savoir d'où venaient ces textes des devises de Malachie. Alors, il y a deux catégories. Il y a d'un côté les histoires des papes, ce qui a permis à l'auteur, Arnaud de Vion ou un autre, de rédiger toute une série de devises à partir du XIIe, XIIIe siècle jusqu'au XVI siècle. Et pour les devises à venir, eh bien, j'ai montré qu'ils étaient servis, en fait, d'un passage de l'Ecclésiastique qu'on trouve dans la Bible chrétienne, c'est Ben Sira, et que c'est là qu'on avait recopié, en fin de compte, les devises. C'est un peu la thèse interne. Alors il fallait retrouver. Alors curieusement, Arnaud de Vion fournit d'ailleurs ce texte. Parce que j'ai compris, je me souviens plus très bien, mais c'est ça qui se fait. Il fournit ce texte en question. Autrement dit, et ça nous ramène d'ailleurs au tarot. Autrement dit, et même non seulement au tarot, mais même au zodiaque. Autrement dit, quand nous avons différents documents, différents éléments, il y a deux attitudes. Soit penser que ces éléments viennent de sources diverses, soit penser qu'elles viennent d'une même source. Alors pour le tarot, c'est important de le savoir. Est-ce que le tarot, ce sont des cartes, des lames, des arcanes qui viennent d'un de gauche ou de droite, ou qu'un auteur, ou bien est-ce que on a puisé dans un ouvrage? Et c'est la thèse que j'ai défendue, notamment dans la Revue française d'histoire du livre, en 2015, je crois, à savoir que ce sont les livres d'heures, du genre d'ailleurs du calendrier des bergers, qui ont servi à fabriquer en quelque sorte les lames du tarot. Il y a un cas parmi les plus remarquables, c'est la roue de fortune, qui n'est jamais que la roue des damnés qu'on trouve dans le calendrier des bergers. C'est intéressant de retrouver la source d'un document, comme par exemple pour le zodiaque c'est pareil, il faut aller regarder vers les Trérigeurs du duc de Berry,
On me dirait, oui, mais c'est très récent, la tradition de Berry, c'est le XVe siècle, oui, mais on peut penser que c'est des traditions qui remontaient à plusieurs siècles, voire même à plusieurs millénaires. Et donc le triangle de Berry ne font que reprendre une très vieille tradition qu'on retrouve d'ailleurs dans les cathédrales. Et bien c'est la même chose. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de gens qui font de l'astrologie et qui s'annoncent au zodiaque n'ont jamais été regarder les dirigeurs du duc de Berry. C'est étonnant. Là, vous avez une scène qui est d'ailleurs un document assez animé de banquet. Alors, cette scène de banquet, elle correspond en fin de compte au signe du Verseau, parce que dans la scène du banquet, il y a un personnage, les chansons des dieux, comme on dit, Ganymède, qui verse des boissons. C'est un serviteur qui verse des boissons aux invités. Et ça a donné le Verseau. Bon, de la même façon, il y a le signe des Gémeaux, qui est en réalité le signe d'un couple, et le mois de mai, c'est le mois des amours, le mois où compte fleurette, etc. Et on ne peut pas simplement, on me dirait, il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas toujours chercher les sources, mais c'est quand même intéressant de chercher les sources. De la même façon que dans le cas de Nostradamus, la recherche des sources est intéressante. On a montré par exemple, c'est notamment Chantal Yaroutsos, dans les années 80, qui a montré que la guide des chemins de France de Charles Étienne avait été reprise pour fabriquer un certain nombre de quatrains des centuries. Ce qui d'ailleurs montre bien que ce n'est pas Nostradamus qui a écrit les quatrains, mais que ce sont des faussaires, et vous savez que les faussaires, il faut qu'ils remplissent des pages, et ils prennent n'importe quoi. De toute façon, pour les protocoles des sages de Sion, ils ont recopié plus ou moins les dialogues de Maurice Joly parce qu'il fallait étoffer, et puis ils avaient besoin d'inspiration. Un véritable auteur ne va pas utiliser ce genre de stratagème. Par contre, un auteur qui est un mercenaire, qui doit écrire quelque chose parce qu'on lui a demandé de l'écrire, il n'aura pas les scrupules à recopier et à utiliser des documents divers et variés. Et pour revenir à un autre document pour terminer, dont je parle dans mon étude sur le livre de Thoth, je mets en avant ce dessin. Eh bien, ce dessin, il est rarement connu par les astrologues. Or, en réalité, il comporte la symbolique des maisons astrologiques. C'est-à-dire qu'il y a les signes zodiacaux, les planètes, mais aussi les maisons. Et on voit donc que des activités qui sont représentées, qui correspondent à chaque maison. Voyez-vous ? Donc on peut faire tout un travail comme ça, où on retrouve la source, ou alors des éléments qui feraient partie au départ d'un corpus, et qui ont disparu de ce corpus, mais qui existent ailleurs. Donc il fallait les chercher ailleurs que dans le corpus en question. Et ça, c'est une morale sur laquelle je veux insister. Quand on fait une recherche, il faut toujours aller voir ailleurs. À la fois ailleurs, dans d'autres domaines, qui apparemment n'ont pas de rapport, mais justement, on s'aperçoit que il y a eu des plagiats, etc. Et puis dans d'autres époques, on s'aperçoit que finalement, certains ouvrages qu'on croit de telle époque ont été fabriqués 20 ans ou 30 ans plus tard, et on peut le montrer parce que, effectivement, c'est à ce moment-là que ça s'est fait, que ça fait sens, que le contexte s'y prête, etc. Voilà, je m'arrête là-dessus, sur cette petite conférence.